Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 17 janvier 2025 et hier soir on avait Solo Sikoa qui était de retour et apparemment il avait des choses à nous dire. On a Jacob Fatu également qui s'est énervé et on a eu plusieurs annonces par rapport au prochain Saturday Night's Main Event. Donc c'est parti, le show démarre avec Rey Mysterio qui fait son entrée directement. Il nous annonce qu'il intègre le Royal Rumble masculin. Et derrière, il nous rappelle qu'il avait remporté le Royal Rumble 2006 en étant entré à la deuxième position, puis ensuite, il avait remporté le titre à WrestleMania. Rey Mysterio nous dit qu'il sait que ça va être compliqué, la concurrence est rude cette année pour le Royal Rumble, mais encore une fois, il répète qu'il avait gagné en 2006 et il l'avait fait pour un ami qu'on connaît bien. Et là, bien entendu, la foule a commencé à scander le nom Eddie en hommage à Eddie Guerrero. Mais à ce moment-là, Rey Mysterio est interrompu par Kevin Owens qui fait son entrée avec la Winged Eagle Belt qu'il a depuis le dernier Saturday Night's Main Event. Et là, Kevin Owens dit qu'il était obligé de venir dès qu'il a entendu que Rey Mysterio allait participer au Royal Rumble, car Kevin Owens explique qu'il n'y a personne qu'il respecte autant que Rey Mysterio. Donc justement, il demande à Rey Mysterio de promettre que si Rey Mysterio remporte le Royal Rumble, alors il choisira Kevin Owens comme champion pour l'affronter à WrestleMania 41. Sauf que là, vous avez Rey Mysterio qui répond à Kevin Owens « Écoute, avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas le champion, c'est Cody Rhodes le champion !» Donc Rey Mysterio dit que si jamais il remporte le Royal Rumble et que Kevin Owens bat Cody Rhodes, alors à ce moment-là, Rey Mysterio pourra choisir Kevin Owens à WrestleMania. Sauf que là, Kevin Owens s'énerve et il prétend que c'est bien lui le champion du monde. Et là, vous avez Rey Mysterio qui sourit un petit peu et qui répond à Kevin Owens « Mec, j'ai jamais vu quelqu'un autant déliré depuis mon fils Dom Dom. » Mais attention, cette remarque ne plaît pas à Kevin Owens, donc KO attaque Rey Mysterio, ça part en bagarre, et là vous avez Rey Mysterio qui prend l'avantage, il est à deux doigts de placer son 619, mais heureusement pour lui, Kevin Owens réussit à prendre la fuite. Et quelques instants plus tard, on retrouve Nick Aldis avec Rey Mysterio en coulisses, et là le General Manager de SmackDown confirme que Rey Mysterio va affronter Kevin Owens un peu plus tard. Et là vous avez Cody qui débarque, et Cody explique qu'il serait venu aider Rey Mysterio un peu plus tôt, mais il n'a pas pu parce qu'il était dans le bureau des médecins afin de tenter d'obtenir le feu vert. Mais Rey Mysterio répond qu'il n'y a pas de souci, il va s'occuper de Kevin Owens ce soir, mais il va tenter de laisser quelque chose à Cody pour que Cody puisse également s'amuser au Royal Rumble. Puis derrière, vous avez Nick Aldis qui va voir Cody Rhodes avec le contrat justement du match entre Cody et Kevin Owens pour le Royal Rumble, et Nick Aldis explique qu'il a dû effectuer une petite modification, un addendum qui a été ajouté au contrat, du coup il veut que Cody Rhodes signe. Sauf que là, Cody demande si Kevin Owens a déjà signé, et Nick Aldis répond que non. D'abord, il voulait voir Cody Rhodes, et ensuite il ira voir Kevin Owens. Sauf que là, vous avez Cody qui répond comme un gamin « Moi, je signe pas tant que Kevin Owens n'a pas signé ». Du coup, Nick Aldis s'en va pour chercher Kevin Owens. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Bianca Belair et Naomi. Et d'abord, encore une fois, les catcheuses répètent qu'elles ont toujours pas de piste par rapport à qui a attaqué Jade Cargill. Puis derrière, vous avez Bianca Belair qui s'excuse par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, et elle explique qu'elle ne voulait pas fouetter Naomi avec sa natte, mais c'était à cause de Candice LeRae, c'était de la faute de Candice LeRae. Et là, vous avez Naomi qui répond qu'il n'y a pas de souci, elle n'a pas du tout mal pris, mais par contre, elle demande à Bianca Belair d'attacher sa natte ce soir pour qu'elle n'ait pas le même problème. Et donc on enchaîne directement avec Naomi et Bianca Belair contre Nia Jax et Candice LeRae, et au bout d'environ 10 minutes, les catcheuses se sont débarrassées de Nia Jax, et là vous avez Bianca Belair qui est lancée, et Naomi en profite, elle effectue le relais, et derrière elle porte une baba bomb sur Candice LeRae pour la victoire. Donc Naomi remporte le match pour son équipe. Elle n'a pas forcément demandé par contre à effectuer le relais, donc Bianca était un petit peu surprise, mais à la fin du match cette semaine, tout avait l'air d'aller bien entre les deux catcheuses. Maintenant, encore une fois, on se demande, mais qui a attaqué Jade Cargill? Est-ce que c'est Naomi? Est-ce que c'est Bianca Belair? Est-ce que ce sont peut-être les deux catcheuses? Puis on enchaîne avec une interview de Bayley qui nous parle de l'importance de ce match ce soir lors du main event où elle affrontera Tiffany Stratton pour le titre, et Bayley nous dit qu'elle sera chez elle dans une arène sold out, puis elle nous rappelle quand elle avait remporté le titre l'année dernière à WrestleMania, puis elle avait perdu le titre contre Nia Jax, notamment à cause de Tiffany Stratton, donc Bayley dit vraiment que ce soir pour elle, c'est personnel. Puis on passe dans le vestiaire féminin, on a Michin et Bifab qui sont en train de discuter, mais là vous avez Piper Niven qui débarque en mode agent secret car elle protège Chelsea Green, et donc Chelsea Green débarque également. Là vous avez les catcheuses qui s'embrouillent un petit peu, et à la fin vous avez Bifab qui dit qu'elle va aller voir Nick Aldis pour obtenir un match face à Piper Niven. Et honnêtement le petit délire de Piper Niven qui fait l'agent secret, c'est très simple, mais je trouve ça assez marrant, ça fait partie de mes trucs préférés actuellement au niveau des catcheuses à la WWE, mais j'aimerais également souligner
Toni Storm qui est actuellement à mourir de rire du côté de la AEW, en mode elle a perdu la mémoire, elle se rappelle plus de sa face Timeless. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a également Harley Cameron qui est en train d'exploser ces dernières semaines avec des petites vignettes, des petites interviews qui sont à chaque fois à mourir de rire du côté de la AEW. Donc pour moi, Toni Storm, Harley Cameron et Piper Niven actuellement avec Chelsea Green font partie des catcheuses les plus divertissantes. Ensuite, on enchaîne avec Jimmy Uso contre Carmelo Hayes, un excellent match rempli d'action et à la fin, vous avez Jimmy Uso qui est en train de dominer, donc il monte sur les cordes pour porter son Uso Splash, mais une fois qu'il est sur la troisième corde, il lève la tête et là il voit Jacob Fatu devant lui. Donc Jimmy Uso s'arrête et pendant ce temps vous avez Tama Tonga également qui sort de nulle part et qui pousse Jimmy Uso, il le fait tomber dans les cordes. Du coup l'arbitre est obligé de mettre fin au match, le match se termine en no contest. Et après le match vous avez Jacob Fatu et Tama Tonga qui s'acharnent sur Jimmy Uso avec des hip attacks et des DDT. Et là vous avez Carmelo Hayes qui se réveille, il voit ce qui se passe et il est tout content donc il va checker Jacob Fatu, sauf qu'il touche un petit peu trop Jacob Fatu et il faut pas toucher Jacob. Du coup forcément Jacob s'énerve et il porte une clothesline sa maman à Carmelo Hayes. Puis Jacob Fatu enchaîne avec un nouveau hip attack sur Jimmy Uso et là vous avez Solo Sikoa qui fait son entrée. Solo Sikoa monte sur le ring et là vous avez Jacob Fatu qui lui donne le micro. Donc apparemment, malgré la défaite de Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga sont toujours avec lui. Et donc là on attend le speech de Solo Sikoa, on attend de voir ce qu'il va nous dire. Vous avez la foule qui est en train de huer. Solo Sikoa regarde la foule, il met le micro au niveau de sa bouche. Puis au dernier moment, il lâche le micro, il fait un mic drop. Et là, Solo Sikoa quitte le ring, il enlève sa veste et il s'en va à travers la foule. Et pendant ce temps, pendant que Solo s'en va, la caméra insiste vraiment sur Jacob Fatu, car on peut clairement voir que Jacob Fatu regarde la scène et il ne comprend pas trop ce qui se passe et il n'a pas l'air d'apprécier ce qui se passe. Donc Solo est parti, Tama Tonga et Jacob Fatu sont seuls dans le ring. Et là, Jacob Fatu regarde le micro et au final, il décide de prendre le micro. C'est lui qui va nous faire une promo ce soir. Et Jacob Fatu s'énerve et il nous dit qu'il en a marre de cette haine de la part de la foule et de ce manque de respect. Jacob Fatu explique que même dans un mauvais jour, personne ne peut le toucher. Et en gros, à la fin, il termine son speech en nous disant que le plus fou, c'est qu'il ne fait que commencer. Donc en gros, on n'a encore rien vu. Mais là, attention, vous avez la musique de LA Knight qui retentit, donc Jacob Fatu et Tama Tonga se retournent vers l'entrée, sauf que LA Knight en profite, il les attaque par derrière, mais rapidement les membres de la Bloodline reprennent l'avantage, sauf que là vous avez Braun Strowman qui fait également son entrée, et on a un gros face-à-face entre Strowman et Jacob Fatu, et là clairement on a tous senti quelque chose, et en quelques secondes les deux catcheurs nous ont donné envie de voir ce match. Et bien entendu, Jacob Fatu n'a pas peur de Braun Strowman, il n'a peur de personne, donc il le confronte, il veut se battre, mais au dernier moment, vous avez Tama Tonga qui tire Jacob Fatu à l'extérieur du ring et qui le calme. Donc ça, c'était vraiment très bien joué de la part de la WWE parce qu'ils nous ont juste donné ce qu'il fallait pour nous donner envie de voir ce match. Mais derrière, on n'a pas eu encore d'affrontement, on nous a juste teasé. Et du coup, un peu plus tard, lors du show, la WWE a confirmé que Jacob Fatu va affronter Braun Strowman lors du prochain Saturday Night's Main Event. Puis on passe en coulisses, on retrouve Legado del Fantasma, et là on a Santos et Elektra Lopez qui tentent de motiver Los Garza, et Santos leur explique que pour eux à la WWE, rien n'est gratuit, on ne leur donne rien, donc il faut qu'ils prennent le respect. Et donc du coup on enchaîne avec Los Garza contre Motor City Machine Guns. Et là pendant le match on a une intervention de Pretty Deadly qui s'en prennent au Motor City Machine Guns, ce qui permet à Berto d'effectuer un roll-up sur Sabin, sauf que pendant qu'il est en train d'effectuer le tombé, l'arbitre est encore en train de s'occuper de Pretty Deadly, donc au final malheureusement leur intervention a servi à rien, et en plus derrière les Motor City Machine Guns se réveillent, ils se débarrassent de Pretty Deadly puis ils portent leur finisher sur Garza pour la victoire. Et donc encore une fois très bonne victoire des Motor City Machine Guns, bien entendu ils sont excellents dans le ring, ça c'est pas le souci, on le sait. Mais par contre, je le répète, il faut leur donner plus d'interviews ou de promos pour qu'ils puissent un petit peu développer leur personnage afin que la foule puisse s'attacher à eux, car là malheureusement la foule ne les connaît toujours pas. Puis on retourne en coulisses et on a Nick Aldis qui va voir Kevin Owens pour lui demander de signer le contrat, car comme je vous l'ai dit, il y a un petit changement dans le contrat. Mais là, Kevin Owens demande à Nick Aldis si Cody Rhodes a déjà signé, et Kevin Owens se rend compte que non. En ouvrant le contrat, il se rend compte que non, Cody n'a pas signé. Donc là, comme Cody l'a dit plus tôt, Kevin Owens dit à Nick Aldis « Moi, je signe pas tant que Cody n'a pas signé ». Du coup, là, Nick Aldis n'est pas content, mais Kevin Owens s'énerve, et il dit à Nick Aldis de le laisser tranquille, car Kevin Owens a un match plus tard, il doit se préparer. Puis on enchaîne avec Piper Niven accompagné par Chelsea Green contre B-Fab.
Forcément, Chelsea Green a tenté d'intervenir pendant le match pour distraire Bifab, et à la fin, ça a permis à Piper Niven de prendre l'avantage et de porter son finisher pour la victoire. Mais après le match, vous avez Chelsea Green et Piper Niven qui s'acharnent sur Bifab jusqu'à ce que Michin intervienne avec un kendo stick. Et donc là, vous avez Chelsea Green qui prend la fuite et Michin qui s'en prend à Piper Niven. Piper Niven tente de la contrer, elle chope le kendo stick, mais là Michin met un super kick au kendo stick qui du coup va dans la tête de Piper Niven. Derrière, on a une petite interview de Tiffany Stratton pour nous hyper le main event, puis on enchaîne avec Rey Mysterio contre Kevin Owens. Et pour info, il y a une partie de la famille de Rey Mysterio qui est au premier rang, notamment sa fille Aliyah. Et on a également la légende Victoria qui est au premier rang. Et c'était assez marrant car pendant le match, Kevin Owens s'est acharné sur Rey Mysterio sous les yeux de sa fille. Et à un moment, il est également allé célébrer avec Victoria, sauf que bien entendu, Victoria n'était pas du tout fan de Kevin Owens. Victoria tentait de repousser Kevin Owens, donc c'était assez marrant. Derrière, on a eu un très gros match d'environ 15 minutes où honnêtement, plusieurs fois pendant le match, je me suis fait la remarque, putain, Rey Mysterio a 50 ans, il a 50 ans le type, et il est bien plus en forme que moi aujourd'hui à 35 ans, c'est incroyable de voir à quel point encore il peut faire la plupart de ses moves, il les fait très bien, alors bien sûr il est plus aussi rapide on va dire qu'en 97-98, mais il est tout de même encore très rapide et très fluide, donc quel respect, vraiment méga respect à Rey Mysterio, et justement à la fin, il est lancé, il porte le 619 à Kevin Owens, puis il monte sur les cordes, sûrement pour enchaîner avec son splash, sauf que là vous avez Kevin Owens qui se relève en galérant, il voit qu'il est en mauvaise position, donc il se jette sur l'arbitre, il pousse l'arbitre, et donc l'arbitre tombe dans les cordes, et en même temps, il fait trébucher Rey Mysterio. Donc clairement, Kevin Owens qui a utilisé l'arbitre pour prendre l'avantage, et derrière, il a pu enchaîner avec son pop-up powerbomb pour la victoire. Mais attention, après le match, on a Kevin Owens qui va voir Rey Mysterio. On se rappelle qu'au début du show, il avait dit qu'il respectait énormément Rey Mysterio, donc là, il le relève et il lui propose une poignée de main. Et au final, Rey Mysterio accepte, donc les deux catcheurs se serrent la main, beau moment, jusqu'à ce que Kevin Owens mette un coup de pied à Rey Mysterio. Et là, il veut enchaîner avec le package pile driver. Mais heureusement, la musique de Cody Rhodes retentit et Cody Rhodes débarque pour sauver Rey Mysterio. Donc ça part en bagarre entre Cody et Kevin Owens jusqu'à l'intervention de la sécurité. Et donc un peu plus tard, on retrouve Cody Rhodes avec Nick Aldis qui n'est pas content. Nick Aldis répète qu'il a tenté d'être patient, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc il explique que Cody Rhodes et Kevin Owens devront se rendre au prochain Saturday Night's Main Event afin de donner les deux ceintures pour qu'elles soient accrochées au Royal Rumble. Et Nick Aldis dit également que du coup lors de Saturday Night's Main Event on aura la signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens, mais il y aura quelqu'un de spécial pour gérer, pour modérer, ce sera Shawn Michaels. Puis on passe en coulisses, on retrouve DIY qui vont voir Pretty Deadly et là Ciampa n'est pas content car il leur reproche d'avoir offert la victoire aux Motor City Machine Guns un peu plus tôt et du coup il leur fait la morale et il dit que les deux catcheurs ne sont que des petits anglais avec les cheveux longs qui sont juste contents d'être là. Et Ciampa dit qu'il déteste ce genre de personnes donc il leur donne un conseil, il leur dit de devenir des hommes s'ils veulent une opportunité au titre par équipe. Et là Ciampa s'en va très énervé mais vous avez Gargano également qui tente d'envoyer le même message à Pretty Deadly mais en mode un peu plus gentil. En mode si vous nous aidez, alors à un moment vous aurez une opportunité, puis Gargano s'en va. Mais là vous avez Apollo Crews qui débarque et il répète à Pretty Deadly, je vous l'avais dit ces dernières semaines, si vous écoutez DIY il ne vous arrivera rien de bien. Et là vous avez Pretty Deadly qui s'en vont, mais d'un coup vous avez Gargano qui se jette sur Apollo Crews, il le frappe, il l'attaque, et derrière il lui dit surtout, ne prononce plus jamais nos noms. Et donc c'est l'heure du main event avec Tiffany Stratton qui va défendre son titre face à Bayley. Mais petit détail important à noter, juste avant le main event, on a eu une vignette de Charlotte Flair. Donc c'est pour nous teaser le retour de Charlotte Flair, elle arrive. Et derrière on a les entrées des deux catcheuses et on nous montre que Roxanne Perez est également présente dans les premiers rangs. Car pour info, lors du dernier show NXT, on a eu un petit face-à-face entre Bayley et Roxanne. Et honnêtement, je me demandais comment est-ce que Tiffany Stratton allait remporter ce match, est-ce qu'elle allait tricher, est-ce qu'il allait y avoir une intervention. Et justement, pendant le match, à un moment, on a un petit face-à-face avec Roxanne et Bayley, donc on nous tease encore une potentielle rivalité entre ces deux catcheuses. Mais derrière, le match a repris et au final, ça a été une démonstration de la part de Tiffany Stratton qui a pris l'avantage à la fin avec un gros Alabama Slam, puis elle a enchaîné avec son prettiest moonsault ever pour la victoire, très grosse victoire,
clean du coup hier soir en 20 minutes pour Tiffany Stratton. Donc c'était vraiment en fait l'occasion pour la WWE lui donner de la crédibilité hier soir en tant que championne. Donc fin du show, Tiffany Stratton est en train de célébrer. On va directement passer à ma conclusion car pour info, Pierre n'était pas disponible aujourd'hui, mais bien entendu, il sera de retour sûrement dès la semaine prochaine. Alors par rapport à ce show, honnêtement, ce qui m'a surtout marqué, c'est tout ce qui s'est passé par rapport à la Bloodline et Jacob Fatu, car je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que hier soir, c'était le début, on va dire, d'un potentiel push et d'une potentielle évolution du personnage de Jacob Fatu. Car quand Solo Sikoa est parti, qu'il a quitté le ring sans même dire un mot, clairement, Jacob Fatu n'était pas très content, il était un petit peu choqué, on va dire, et à ce moment-là, il a décidé de prendre les choses en main et de faire son premier gros speech in-ring, sa première grosse promo in-ring. Honnêtement, il a été très bon, son intensité est tellement crédible, donc vraiment les promos de Jacob Fatu, ça donne envie. Et derrière, en plus, ce face-à-face qu'il a donné avec Strowman, comme je vous l'ai dit, m'a donné envie de voir leur match. Donc Strowman contre Fatu, j'ai hâte de voir ça sur des Night's Main Event. Un vrai match de monstre, un vrai match de beau bébé. Et j'imagine bien entendu une première grosse victoire solo pour Jacob Fatu pour le lancer. Mais du coup, je me demande exactement quelle va être la suite. Est-ce que Jacob Fatu va rester au service de Solo Sikoa ou est-ce qu'il va justement tenter de s'émanciper un petit peu comme ce qui s'était passé entre Solo Sikoa et Roman Reigns après WrestleMania l'année dernière. Quand Roman Reigns avait perdu, Solo Sikoa était déçu et c'est là qu'il s'est autoproclamé nouveau Tribal Chief. Est-ce qu'on pourrait avoir un schéma similaire avec Jacob Fatu ou qu'est-ce qui va se passer exactement par rapport à Jacob? Je suis très curieux de voir ça lors des prochaines semaines, lors des prochains mois, car je pense vraiment que Jacob Fatu peut devenir un très gros nom de la fédération, très bon champion par exemple intercontinental ou US, mais voire même potentiellement un main eventer d'ici quelques mois. À côté de ça, les autres segments étaient plutôt corrects, notamment ce qui s'est passé entre Cody Rhodes et Kevin Owens, la WWE qui avance vraiment bien au niveau de cette storyline, mais par contre, on a SmackDown qui dure 3 heures maintenant depuis le début d'année, et je trouve que malgré le fait qu'on ait 1 heure en plus, la WWE ne met pas vraiment plus de superstars en avant, et ça c'est dommage. Au final, la WWE utilise les 3 heures avec les mêmes superstars qu'elle utilisait pendant 2 heures, alors qu'il y a plein de superstars qui attendent en coulisses et qui ne sont pas utilisés, donc ce serait bien d'essayer de mettre plus de noms en avant lors des prochaines semaines et de profiter justement de cette 3e heure bonus. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!